Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture. Belle ligne, esprit vif, il faut courir rapidement et spirituellement. C'est une course contre la montre. Le parcours est chronométré en 180 secondes. Top, c'est parti. Dans cette épreuve de la pensée, elle a séduit les jurys. Ici comme ailleurs, Aminata Mbaye Souran Diouf a tout simplement ébloui la scène internationale à travers son sujet de thèse, la transmission des entreprises familiales au Sénégal. On va tout simplement faire petit à petit, doucement, avec une sprinteuse qui a dépassé ses adversaires. Après la course de vitesse, place au marathon avec 30 minutes et plus, avec celle qu'on peut appeler dans le temple du savoir, Amimba Ketcham, Aminata Souran Diouf. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Passe. C'est un plaisir de vous recevoir. Mes plaisirs partagés. Pour faire un peu votre connaissance, vous êtes doctorante en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous travaillez au laboratoire du droit patrimonial de la famille de l'école doctorale, sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'UCAD. Vous aviez remporté la deuxième place lors du concours Ma thèse en 180 secondes, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie en partenariat avec le Conseil national de la recherche scientifique et la conférence des professeurs d'université. La médaille d'argent donc, lors remportée par Yoram Tanesi, vous étiez la seule femme sur le podium, il faut le préciser. Au Sénégal, il n'y a pas eu de match. Vous vous êtes classée première sur 13 candidats pour toutes les universités du Sénégal. Après les félicitations du jury, des proches, place aux félicitations du président de la République. Une tribune d'honneur, une belle tribune d'honneur, n'est-ce pas? Oui, quand même, c'était une très bonne chose. Et je l'ai accueilli avec beaucoup d'humilité surtout, parce qu'il m'a cité avec une autre personne, une éminente personnalité universitaire, à savoir le professeur Ibrahim Tchoub, que je salue au passage, qui a été mon recteur du temps où j'étais en première année. Et donc, c'était pour moi ça la satisfaction, mais c'était surtout un poids. Parce que justement, c'est dire que maintenant, j'ai plus le droit à l'erreur, que je devrais assurer pour le reste. Un point, un défi, et un défi qui s'ancre dans un sujet très original, la famille comme entreprise. Pourquoi une telle lecture? Parce que déjà, économiquement parlant, on sait que les niches économiques sont fourrées dans les familles, si je peux y m'exprimer ainsi. Alors pourquoi? Parce que justement, on a une notion de l'entreprise très limitée. Malheureusement, ici, quand on parle d'entreprise, on pense que c'est une société en bonne et due forme, inscrite dans, on va dire, les carcans juridiques. Alors que la dame qui vend son gertetchaf devant chez elle, elle fait de l'entrepreneuriat, elle a son entreprise. Et la plupart du temps, j'ai donné même cet exemple, l'exemple de Merguez, elle se fait aider par ses enfants, par sa belle-fille, ainsi de suite. C'est plusieurs personnes à la fois qui se ruent à la tâche. Et que peut-être c'est, on va dire, les retombées de cette petite entreprise qu'elle a qui font qu'elle emploie, on va dire, une dame de ménage ou qu'elle inscrive ses enfants à l'école. C'est en fait tout ça que je voudrais en fait parler. C'est de dire qu'il faudrait au-delà parler de l'entreprise bien intégrée en bonne et due forme, mais surtout de l'entreprise, la micro-entreprise, la petite et moyenne entreprise, puis de la grande entreprise. Oui, et ce qu'on a malencontreusement nommé ici l'économie informelle, vous en parlez, est-ce que le copiage social et sociétal constitue un frein à ce que vous essayez de développer? Le copiage par rapport à l'économie formelle inspirée ou bien tout simplement copiée de l'extérieur? Absolument, ça constitue un frein parce que ça fait que ces personnes qui sont dans le secteur informel sont écartées. Or, ce sont ces personnes qui font l'économie du Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Donc moi, c'est en fait une tribune pour me permettre en fait de m'exprimer pour ces personnes qui aujourd'hui font l'économie du Sénégal. Donc je parle du secteur formel, je parle du secteur informel. C'est aujourd'hui dire quand on va dans les marchés sénégalais, on voit Mbaye et frères, Sarr et frères, ça ne tique personne. Et pourtant, c'est des niches familiales qui font aujourd'hui l'économie de ce pays. Donc c'est dire au fait que les entreprises familiales constituent vraiment une grande marge au niveau national et même au niveau continental,
même internationale, on se rend compte qu'ils occupent au moins 70% de l'économie de ces pays-là. Donc pourquoi aujourd'hui au Sénégal on devrait écarter ce genre d'entreprise? C'est en fait ça qui m'a fait tilt lors de mes premiers travaux sur ce sujet. Parce que ce sujet a été mon premier travail en tant que stagiaire dans un cabinet fiduciaire de la place, dirigé aujourd'hui par le président de l'ONES, le maître Saliou Dieye, président de l'Ordre national des experts du Sénégal, que je salue au passage. C'est lui qui m'a donné ce sujet lors de ma première intégration en tant que stagiaire dans un cabinet. Et donc c'est à la suite de ça que je me suis rendu compte, mais juridiquement, il n'y a rien. Et ça m'a ameuté parce que je me dis qu'on ne peut pas avoir un corpus juriste bien fourni comme celui du Sénégal et se permettre de ne pas traiter des entreprises familiales. C'est quand même, je trouve que c'est quand même grave. Pour les profanes, qu'est-ce qu'une entreprise familiale? Alors moi, je dirais qu'une entreprise familiale, c'est tout simplement une pépinière économique basée dans la famille, tout simplement. Oui, donc en première ligne, il y a les femmes. Absolument. Vous avez utilisé un mot extrêmement important, une tribune. Heureusement que le mot est en féminin. Est-ce que également l'entreprise familiale, quand on parle d'entreprise familiale, on passe aux femmes? Oui, on pense aux femmes parce que lorsqu'on parle de l'entreprise familiale agricole, les femmes, par exemple, jouent un rôle extrêmement important. Lorsqu'on parle de l'entreprise familiale commerciale, dans le secteur informel, on voit que les femmes jouent également leur rôle. Si vous allez dans une bijouterie, l'exemple de Malao, il employait ses filles, par exemple. Vous verrez également dans plusieurs entreprises aujourd'hui qui sont même dans le secteur formel, il y a l'intégration des enfants-filles, des épouses aussi. Et aujourd'hui, c'est en fait un moyen pour démontrer qu'il y a cette implication de la femme du point de vue économique, qu'il y a cette implication de la femme dans les entreprises et qu'elles font bouger ces entreprises. Mais de quelle famille parlez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, avec la modernité, la notion de famille perd son sens. Absolument. Alors moi, je parle de la famille d'hier à aujourd'hui. Parce que cette famille, c'est celle qu'on a connue avant, cette famille large, élargie si je puis me permettre, donc qui constituait de la mère, de la grand-mère, des neveux, des nièces, mais c'est également la famille au type séculaire, celle qu'on connaît aujourd'hui, papa, maman, les enfants. Donc on se retrouve à dire qu'à travers les âges, l'entreprise familiale ou la cellule familiale est toujours en train de s'adapter au circuit économique. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, quand on prend la capitale sénégalaise où la notion de famille est devenue très nucléaire, on a même 2 ou 3, pas de copiage sociétal, mais la famille s'adapte par rapport au concept occidental. Est-ce un terreau pour le développement de l'entreprise familiale, par exemple? Ça peut être un terreau, effectivement, parce que vous verrez aujourd'hui que 2 familles, par exemple, peuvent s'associer pour faire une entreprise. Vous verrez, moi qui par exemple, crée mon entreprise, je fais appel à vos services et on s'associe. Et après, nos familles vont intégrer cette entreprise. Donc aujourd'hui, une entreprise peut être constituée par une personne, par plusieurs personnes. Et on se rend compte qu'au-delà du fait que ça soit juste une question d'actionnariat, on va vers le salariat. C'est-à-dire de plus en plus on voit, et ça je l'ai remarqué dans les boutiques, dans nos boutiques du coin, le boutiquier il emploie ses frères, il emploie ses neveux, ainsi de suite. Et donc c'est en fait un moyen pour dire en fait que tout le monde entre dedans. Et la famille, au-delà des liens biologiques, est donc un tissu économique. Absolument. Oui. Je le crois. Et ça l'a toujours été. Allons-y au fond des choses. Au Sénégal, la famille a une autre réalité, celle d'une famille recomposée, la polygamie. Est-ce un frein à l'entreprise familiale? Parce que parfois, il y a des problèmes de succession qui se posent. Absolument. Ça peut être un frein. Ça peut être un obstacle réel. Mais quand le dirigeant a bien organisé sa succession, on a vu des cas où, je ne sais pas si j'ai le droit de donner des exemples. Allez-y, vous êtes dans belle ligne. Je parle de Baramboup, par exemple, qui a vraiment organisé sa succession. Et pourtant, on voit que sa famille, c'est une famille avec plusieurs personnes qui n'ont pas forcément la même maman. Et pourtant, ils ont aujourd'hui chacun d'eux leur secteur, à travers CCBM, à travers Bar Consulting,
C'est plusieurs choses à la fois. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont vraiment réussi à faire une succession saine, une succession sans bruit. Et à contrario, on a également d'autres exemples où on voit ces familles recomposées qui se crêpent le chignon parce que justement le dirigeant est décédé et il y a la polygamie qui est là. Chacun des enfants de plusieurs lits tire pour avoir la direction de cette entreprise ou des entreprises laissées par le dirigeant décédé. D'où l'importance, Aminata Soran-Mbaye Diouf, de rendre juridique. Vous démontrez, par exemple, dans votre projet de thèse qu'il y a un vide juridique parce que votre sujet touche aussi bien l'économie, le droit, la philosophie, etc. Pourquoi ce vide juridique-là alors qu'on est à plus de 50 ans, 60 ans de notre indépendance? Alors, le principal problème, ça, c'est un problème purement d'ordre philosophique. Alors, pourquoi philosophique? Parce que je pense oui, le droit, mais le droit africain. Notre principal problème, le principal obstacle que nous avons, c'est que notre droit est calqué des autres. Et ça fait tellement mal, parce que quand on lit le code de la famille, par exemple, qui est censé être le code du consensus, qui est censé être le code de la famille sénégalaise, parfois, je dis bien parfois, on sent que c'est le code de la famille, mais de la France. Donc c'est importé. C'est importé. La plupart de nos textes... Un droit qui tranche avec nos réalités sociales. Absolument. C'est ça, moi, l'objectif de ma thèse, au fond. C'est de dire aujourd'hui qu'il ne faudrait pas calquer nos règles qu'il ne faudrait pas calquer nos règles dans le système juridique des autres. Il faudrait avoir nos propres règles issues, influencées par les réalités sénégalaises et africaines. Est-il possible maintenant, il y a d'éminents juristes au Sénégal. Pourquoi ce copiage Je ne sais pas. Disons que c'est l'héritage colonial, quoi qu'on puisse dire. Toujours. Et c'est toujours vrai, parce que cela existe. On l'a trouvé ici. On a essayé de changer les choses, ça et là. On a voulu colmater parfois. Mais ma principale, on va dire, préoccupation, c'est de nous inspirer en tout cas de nos réalités. On a un droit coutumier africain qui est là. Aujourd'hui, quand on parle de droit de la femme, par exemple, on se permet de dire oui, la femme devrait... Alors que nous, en Afrique, avant le colonialisme arabe ou occidental, nous avions cette liberté des femmes. Ces femmes, avec la charte de Kurukan Fuga, vous vous rendez compte qu'elles... Absolument. Elles avaient une place prépondérante qu'elles jouaient dans la société. Donc pourquoi aujourd'hui on revient à des années en arrière alors on bat en brèche des acquis qu'on avait? Et j'en rajoute quand même, on avait des sociétés matrimoniales, quand on prend un peu le Wallo ou bien la société casamançaise avec l'héroïne Aline Sitoé Diatta. Oui, des sociétés, on va dire, matriarcales, oui, avec la participation des femmes, tout se faisait grâce aux femmes. Exactement. Si je prends l'exemple des Sérères, dans la famille Sérère à laquelle j'appartiens, la succession se faisait de manière matrilinéaire. C'était la femme qui était détentrice de la succession. On se succédait même le pouvoir grâce à la femme. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de nous ramener à une société occidentale ou arabe qui n'est pas la nôtre finalement. Et le défi de la nouvelle génération, c'est ça, c'est spirituellement couper ce cordon ombilical qui nous étouffe quand même. C'est un cordon ombilical qui nous étouffe et qui fait que nous sommes acculturés, je le pense. Parce qu'au fond, ce n'est pas aujourd'hui de crier le panafricanisme ou de crier une manière de penser typiquement africain, mais de se dire que le président Senghor avait raison de dire que nous devons nous enraciner d'abord avant de nous ouvrir. Malheureusement, on s'est ouvert sans pour autant s'enraciner. Et c'est ça aujourd'hui qui se lit dans les textes juridiques, malheureusement. Aminata Soran-Mbaye Diouf, long nom. Oui, quand Est-ce que les familles sont des antres pour le développement d'une entreprise? Est-ce que c'est un cadre adéquat quand on parle un peu de famille sénégalaise? Absolument, je le pense. Vous le pensez? Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste parce que je me dis que la première niche économique, c'est d'abord séculaire, c'est d'abord en famille. Si une famille
est bien. Au sens principiel du terme, au fait, la famille, c'est-à-dire la famille qui défend les mêmes positions, les mêmes valeurs. Absolument. Défendre les mêmes valeurs, les mêmes positions peut nous permettre aujourd'hui d'avoir en fait cette lecture économique du terme. Parce qu'en fait, quand je parle d'entreprise familiale, il ne faut pas penser à une entreprise partiale. Non, c'est une entreprise qui peut employer d'autres personnes. Ah oui. Mais principalement, les personnes employées ou les personnes qui dirigent l'entreprise sont de la même famille. Il ne faudrait pas également penser que c'est une manière, à la limite, par comparaison, qu'on devrait procéder, qu'il y a des entreprises. Non, non, non. On voit qu'ici, on a des entreprises familiales qui emploient les membres de leur famille, qui emploient également d'autres personnes. Et ces autres personnes peuvent même faire bouger l'entreprise. Et moi, je dis aujourd'hui, si ces personnes ont des retombées, limites économiques, qui peuvent vraiment financièrement être indépendants, mais ça, c'est au grand bonheur de la famille, au grand bonheur de là où ils vivent et forcément au grand bonheur du Sénégal. Est-ce que les entreprises familiales ont une durée de vie longue? Elles ne sont pas taillées à la mesure, à la veste, au costume même du roi, celui qui ou celle qui a créé tout cela? Absolument. Alors ça, c'est le problème, ou bien c'est la problématique ou l'une des problématiques de ma thèse. Ouais. On se rend compte que la survie de ces entreprises familiales au Sénégal et même en Afrique est très comptée. Parce que justement, l'entreprise a la même durée de vie que son dirigeant. Oui. Ce qui est quand même problématique. Parce qu'une entreprise doit aller au-delà d'une personne. Oui. Une entreprise doit vivre au-delà des personnes qui l'ont dirigée. Et donc aujourd'hui, ce serait pour moi l'occasion de pouvoir bien organiser la transmission pour qu'au moins si le dirigeant arrive à décéder ou arrive à se retirer, qu'on puisse continuer l'entreprise et qu'on ait les mêmes fruits, les mêmes retombées et même voire plus. Et le principe de base d'une entreprise, c'est d'avoir la confiance. D'ailleurs, si je posais la question antérieurement, c'est que la notion de famille s'effiloche. Est-ce qu'également l'entreprise familiale ne suit pas le même rythme? C'est-à-dire? La confiance entre les acteurs qui composent un peu cette entreprise familiale. Est-ce que cette confiance est toujours d'actualité? Parce que quand on pense également à la famille sénégalaise, il y a plus de mots que d'avantages. C'est relatif, c'est relatif. Alors la confiance, ça existe dans toutes les entreprises, qu'elles soient une entreprise familiale ou pas. Vous savez, la confiance, c'est, on va dire, l'élément psychologique qui existe dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en une personne, vous ne pouvez pas lui donner des responsabilités dans votre entreprise. Exactement. Alors, dans le cas d'une entreprise familiale, et on se rend compte, hein, c'est pourquoi moi je vais même au-delà, je parle de la volonté du dirigeant, parce que le dirigeant peut faire confiance à certains de ses enfants plus que d'autres. Exactement. Peut faire confiance à certains de ses neveux au détriment de ses enfants. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de donner un appui, de donner vraiment un cadre juridique à la confiance, parce que peut-être on dira en droit, on parlera d'intuitu personnel. C'est-à-dire d'intuitu personnel, c'est-à-dire la confiance qu'on a sur une personne. Okay. Donc cette confiance-là, moi je la remets également dans l'entreprise familiale pour dire aujourd'hui qu'elle joue un rôle majeur, qu'elle joue un rôle important, qu'il ne faudrait pas aussi battre en brèche ce que le dirigeant a eu à suivre, a eu à avoir comme volonté. Pour moi, il a déjà tracé factuellement sa volonté. Nous pouvons juste suivre cette volonté-là et peut-être encadrer les autres. Mais dès l'instant qu'il a eu à désigner telle ou telle personne, si aujourd'hui il arrive à décéder, il faudrait que l'on puisse donner les moyens nécessaires à cette personne qu'il a eu à désigner factuellement. Vous avez tout simplement raison. Et d'ailleurs, les entreprises familiales qui résistent au temps, ce sont des entreprises dites informelles, baptisées informelles par le colon, repris également par nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vont à l'école, par exemple, échappent ou bien sont des exceptions par rapport aux entreprises familiales? Parce que ceux qui constituent des entreprises familiales sont ceux qui ne sont pas passés par le canal formel de l'école française, mais par les daara. Pourquoi il y a ce gap-là? Alors, c'est justement dire tout le poids aujourd'hui. Pourquoi
écarter ce genre d'entreprise. Pourquoi? Parce que justement, on voit que ce sont ces entreprises qui marchent, qui bougent et qui résistent au temps et aux hommes. Je l'ai dit tantôt dans ma présentation, ce sont des entreprises qui ont su résister au temps et aux hommes en tant que secteur informel. Au système. Et au système. Et pourtant, ce sont ces entreprises qui sont dites informelles. Peut-être que leur mode de transmission devrait être, on va dire, devrait inspirer le droit. Pourquoi aujourd'hui le droit n'a pas pris en compte ce mode de transmission bien déterminé dans ces entreprises-là pour aujourd'hui avoir des entreprises qui survivent et qui sont pérennes? Donc c'est pour moi aussi l'occasion de parler de ça. Donc vous avez un peu jeté un coup d'œil sur ce que je veux faire parce que c'est justement ça, c'est de dire que ces entreprises sont écartées, qui sont limite vues de haut. Ce sont des entreprises aujourd'hui qui peuvent marcher. Ce sont des entreprises qui ont montré qu'elles peuvent survivre au temps et aux hommes et qui aujourd'hui peuvent donner vraiment le pouls aux autres. Et parce que vous donnez des chiffres qui sont importants, 69% des entreprises dans le monde sont familiales, 90% des entreprises sénégalaises sont également familiales, ça c'est énorme. Quelle position ou bien quel rôle face au chômage? Quand on parle un peu du Sénégal, on pense au chômage. Quel rôle ces entreprises familiales peuvent-elles jouer pour résorber le gap du chômage? Alors il faut dire que déjà pour les 61%, ça c'est acté. Mais pour les 90%, c'est grâce à un échantillonnage que nous-mêmes nous avons fait au niveau de nos travaux. Aujourd'hui, quand vous allez dans le site de l'ANSD, on ne parlera pas d'entreprise familiale. Pour moi, ça c'est extrêmement grave. Pourquoi? Je ne sais pas. On parle de quoi? On parle d'entreprises financées par la famille. Ah oui. Justement. Et il y a une différence entre les deux termes? Oui, parce que l'entreprise familiale est composée des membres de la famille. Alors que quand on parle de financement, ça c'est un appui financier que l'on donne pour que la personne puisse, on va dire, suivre son esprit ou suivre son projet entrepreneurial. C'est différent. Quand on vous donne de l'argent, c'est une chose, mais quand on s'implique, c'est autre chose. Donc pour moi, on aurait dû aller dans ce sens. Parce que quand j'ai voulu parler de chiffres, je n'ai pas trouvé. Et ça fait tilt quand même. C'est avec un petit sondage qu'on fait avec Google Forms que j'ai eu à interpeller certaines personnes. On a fait une petite enquête et on s'est rendu compte que des 100 entreprises qu'on a eu à demander, 90 sont composées de membres de la famille, entre 1 à 5 et même plus. Et cet échantillonnage, on l'a reproduit en Afrique et on s'est rendu compte de la même chose avec un pourcentage de 64%. Juste pour vous dire aujourd'hui que ce sont des entreprises qu'il faudrait donner leur place. Parce que ce n'est pas normal en fait qu'on écarte ce genre d'entreprise-là alors qu'elles peuvent être un réel, on va dire, boost pour l'économie. Oui. Quel rôle pour le chômage? Pour revenir à ma question d'avant, est-ce que ces entreprises familiales-là jouent un rôle important pour résorber le gap du chômage? Alors, je vais peut-être répondre autrement. Dans les entreprises typiquement familiales connues, je donne l'exemple souvent des bijouteries. On dit, excusez-moi du Wolof, diplôme y'a le tonton. Parce que justement, ils vont vous dire que même si on a tous les diplômes du monde, on va revenir à la source pour continuer cette entreprise donnée par nos pères et mères. Vous voyez? Donc eux, ils n'ont pas un problème d'employabilité. Vous voyez? Ils s'intègrent dans l'entreprise, ils font bouger cette entreprise et ils ont forcément une réponse financière. Et donc, ils ne s'intègrent plus dans le chômage. Dans les familles typiquement artisanales, vous verrez ça. Dans la famille agricole, c'est-à-dire l'entreprise familiale agricole, vous verrez que ce sont des personnes qui, quel que puisse être le nombre de diplômes qu'ils auront, ce serait peut-être pour améliorer, on va dire, le système agricole de leurs pères et mères. Mais ce ne sera jamais pour, on va dire, aller dans les bureaux. Donc aujourd'hui, c'est un moyen de Ils ont déconstruit ce mythe-là, que celui qui gagne de l'argent est celui qui s'assoit sur un fauteuil dans un bureau climatisé portant des costumes. Et c'est tellement vrai que quand vous voyez ces personnes qui sont assises sur de l'argent, vous vous dites, mais comment ça se fait? Ils n'en ont pas l'air. Parce que justement, ils ne sont pas obligés de se tirer à 4 épingles sous un costume qui fait super chaud pour dire ce qu'ils ont envie de dire ou pour s'offrir ce qu'ils ont envie de s'offrir. Surtout pour le mois d'octobre. Absolument. C'est dire en fait que ce sont des gens qui vivent sénégalais, qui consomment sénégalais, qui vibrent sénégalais et qui n'ont pas besoin forcément de s'intégrer dans des systèmes, on va dire, occidentaux ou occidentalisés. Ces personnes devraient avoir tout le mérite parce qu'ils ont montré qu'ils sont des modèles économiques. Et on devrait leur donner beaucoup plus d'attrait.
ils sont souvent dans des costumes africains, si je peux me permettre. Ils sont habillés africains. Et quand vous les voyez, forcément, vous allez vous dire que non, peut-être qu'ils sont un peu... alors qu'ils sont assis sur un patrimoine. L'habit ne fait pas le moine. Absolument. Ils n'ont pas, fait une confusion entre la modernisation et l'occidentalisation. Absolument. Ils sont ancrés tout le temps modernisés. Parlons un peu de la modernisation, d'où le défi par rapport à l'ouverture de conquérir les autres marchés, d'où le rôle également de la formation, d'être formalisé, ça c'est important également. Absolument, la formation peut jouer un rôle et on se rend compte même que dans les entreprises, sociétés, dans le secteur formel, ils ont, on va dire, investi dans ce terrain. Beaucoup des dirigeants préparent leurs héritiers à travers une formation, on va dire, bonne, une formation axée qui va finalement être, on va dire, une conséquence de leur participation dans l'entreprise. Donc tout est bien organisé chez eux. On se rend compte que c'est des personnes qui, dès le bas âge, ils inculquent à leurs enfants les valeurs qui permettent aujourd'hui à ces enfants de poursuivre leurs études, d'aller vraiment, de suivre des formations qui vont dans le sens même de développer leur entreprise. Et après, c'est ce qu'ils ont eu comme formation qu'ils vont venir donner en valeur ajoutée à cette société, à cette entreprise, pour après prospérer. Et quels sont les modes de transmission juridique d'une entreprise familiale en bonne santé ou en difficulté, par exemple? Alors, c'est une question assez complexe à expliquer. C'est déjà en langue facile, en français facile. En français facile. Lorsqu'on parle de mode de transmission, il faudrait savoir qu'il y a d'abord la transmission entre vifs, entre des personnes vivantes, et la transmission à cause de mort, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre une succession. Donc, quand on prend le cadre d'une succession entre vifs, on parle souvent de donation, c'est-à-dire on a une partie de l'entreprise qu'on donne à un de ses enfants ou qu'on donne à son épouse, ainsi de suite. Il y a le fait qu'on puisse faire un testament. Mais ça, c'est juridique. Ça, c'est dans nos codes présentement. C'est ces possibilités qu'on a. On a également la succession. On ouvre une succession musulmane ou une succession de droit commun, ça dépend. Mais à chaque fois, selon le nombre de parts, on donnera aux différents héritiers leur part pour continuer. Mais la plupart du temps, lorsque souvent vous n'avez pas préparé votre succession, et ça c'est quand il s'agit d'un mode de transmission à cause de mort, vous verrez qu'on va vers la liquidation de l'entreprise. Ah bon? Parce que justement, il y en a qui ne veulent plus poursuivre. Et pourtant, il ne faudrait jamais oublier que cette entreprise familiale est une niche économique. Si, parce que justement le dirigeant décède, qu'il faudrait être bloqué, ça c'est problématique. Parce que au-delà, il y a des cas comme ça. Absolument, il y a des cas comme ça. Ici au Sénégal, on ne parle pas de cas d'ailleurs. C'est des cas ici au Sénégal où les comptes sont bloqués déjà. Lorsque les comptes sont bloqués, ils n'utilisent pas, les héritiers n'utilisent pas, parce qu'ils ne savent pas aussi le droit, qu'est-ce qu'ils en disent. Aujourd'hui, vous avez un point assez essentiel dans le code de la famille qui est là, à savoir l'attribution préférentielle, c'est-à-dire le fait de saisir le juge, de lui demander, de lui donner la direction ou la gestion a priori de l'entreprise pour lui permettre de poursuivre l'activité le temps que l'on ouvre la succession. Ce dispositif, il est bon. Je l'aime particulièrement parce que je trouve qu'il est intéressant, mais ce dispositif, malheureusement, n'est pas connu. Et encore, ce sont là des personnes qui vont après choisir une succession de droit commun. Mais les personnes qui vont après choisir une succession de droit musulman, ils ne vont pas forcément s'intéresser à ça parce qu'ils vont se dire que on va chercher un imam. Voilà, on va chercher un imam pour ça. Donc, c'est pour moi l'occasion de donner en des termes simples cette possibilité de transmettre l'entreprise, mais d'aller au-delà. Ces propositions dont je viens de faire la glose, elles sont déjà dans nos codes. Elles sont déjà dans nos codes, ces propositions. Mais moi, mes solutions, elles vont au-delà. Quelles sont vos solutions pour finir? Alors, mes solutions,
elles sont toujours en cours, elles sont en gestation. Mais il y en a une dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la volonté du dirigeant, la volonté factuelle du dirigeant. Pour moi, c'est en fait le respect, l'appel au respect de la volonté factuelle du dirigeant qui peut nous permettre d'avoir, on va dire, une gestion apaisée de l'entreprise. Aujourd'hui, si on suit la manière dont le dirigeant a eu à dispatcher son entreprise, on saura, in fine, quelle était sa volonté. Il faudrait juste avoir l'envie de continuer l'entreprise, pour ma part. Je pense que les héritiers devraient avoir l'envie de continuer l'entreprise. Et si cette envie est là, la succession ou, on va dire, la transmission va se faire d'une manière saine, d'une manière, on va dire, efficace, et ce sera au bonheur du Sénégal. C'est la course de ce marathon. Je vous décerne la médaille d'or. Merci d'être là, Aminata Souran-Bey Diouf. Merci à vous. Et on rappelle que vous êtes lauréate deuxième au concours international qui s'est passé en France, c'est ça, pour ma thèse en 180 secondes. Vous êtes spécialiste de la course en vitesse, spécialiste également du marathon. On voit un peu ça, c'est le trophée que vous avez reçu ici? Oui, au Sénégal, à Thiès plus précisément. Oui. Et le concours était plus âpre forcément en France avec ce deuxième prix, c'est important de le préciser. Vous êtes arrivé deuxième. Oui. Je suis arrivée deuxième. Je pense que les deux se valent. Oui. Parce que c'était face à des scientifiques. Eux, ils ne font pas de propositions hypothétiques. Leurs propositions ne sont pas hypothétiques, leurs propositions marchent. Et du coup, j'étais éblouie lorsque je participais à ces deux concours. Et c'est pour moi la tribune, l'occasion de les féliciter et de dire au fond que le message qui est lancé à travers ces concours, c'est de voir qu'il y a un système éducatif, un système universitaire sénégalais qui est là, qui produit d'excellents résultats. Il ne faut pas voir, on va dire, il y en a, ce sont des problèmes qui existent et qui font aujourd'hui que l'on a l'impression que rien ne marche. Mais derrière, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui financent eux-mêmes leurs travaux. Ils sont nombreux qui sont dans ce cas-là. La bourse, elle est là, elle appuie, mais c'est juste un fonds très peu, si je puis m'exprimer ainsi, face à toutes les dépenses que vous devez faire pour financer votre thèse. Et pourtant, ce sont des gens qui proposent de très belles choses pour le Sénégal, de très belles choses pour l'Afrique. Et au concours international, on a vu aussi des personnes qui ont proposé de très bons travaux pour le monde. Donc, c'est aujourd'hui un petit message à dire à ces personnes qui œuvrent dans le système universitaire sénégalais, de leur dire, vous, en tant que décideurs, vous devez donner beaucoup plus d'importance à ce système. Améliorer leurs conditions, c'est améliorer vos propres conditions. Oui, exactement. Il faut choisir l'éducation ou bien l'ignorance. En tout cas, vous constituez l'image la plus achevée. Merci d'être là, merci encore. Mes félicitations seront moindres que celles du président de la République, de vos proches, de vos familles. En tout cas, la nation entière vous dit félicitations pour ces deux concours que vous avez remportés. Vous avez représenté le Sénégal sur la scène internationale. Bravo à Aminata Souran-Bey Diouf, l'invité de votre émission Belle Ligne. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, c'est dimanche, pour une autre émission du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.